Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. On espérait le calme après la tempête. Eh bien non, le feuilleton tragique-comique se poursuit en Afrique du Sud autour de l'équipe de France. Nouvelle altercation cet après-midi, refus de s'entraîner des joueurs et démission d'un cadre dirigeant. Et cela sous le regard des caméras. Nous irons à Naïsna dans un instant faire le point sur cette incroyable journée. Je ne voulais pas faire cette vidéo, mais cet événement reste un des plus grands moments de l'histoire du football français. Alors c'est parti pour la honte de Naïsna. Revenons d'abord aux causes de ce drame, comme on peut dire. La France a obtenu en 2009 sa qualification à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud en barrage face à l'Irlande. Ils ont gagné 2-1 en prolongation sur une action très mitigée avec cette main de Thierry Henry qui va vraiment créer un énorme remous au niveau de la presse. Thierry Henry qui se fera insulter dans les médias et dans les journaux. Après une préparation vraiment laborieuse avec une courte victoire, un nul et une défaite totalement humiliante contre l'équipe bis de la Chine, c'est vraiment humiliant, la France arrive en Afrique du Sud. Et selon les infos de Jean-Michel Larquet, la France n'a fait qu'un seul, à peu près, entraînement avant d'arriver en Afrique du Sud, ce qui est totalement scandaleux. La France arrive en Afrique du Sud et à nouveau une nouvelle polémique. La France loge dans un des hôtels les plus luxueux de toute l'Afrique du Sud, l'hôtel de Naïsna, plutôt Petula Hotel à Naïsna, ce qui est totalement scandaleux. Et comme déclare Ramayel, c'est secrétaire d'État au sport, j'attends une conduite exemplaire et un parcours exemplaire de l'équipe de France, alors que l'Espagne, elle, a loué un campus universitaire. Et je rappelle que l'Espagne seront les champions de cette année-là. Bon, maintenant, parlons football. La France, pour son match d'ouverture dans la Coupe du Monde 2010, affronte au stade du Cap l'Uruguay. L'Uruguay de Diego Forlán et de deux jeunes attaquants très prometteurs, Luis Suarez et Edinson Cavani, qui sera sur le banc pour le début de ce match. Les deux équipes se donnent à fond. La France quand même se bat. Franck Ribéry fera un match plutôt honorable, mais malgré un excellent Abou Diaby, la France arrache le point du nul, ce qui est très embêtant pour la France. Pour son deuxième match de poule face au Mexique, c'est un match très important, car le Mexique aussi a été tenu en échec contre l'Afrique du Sud durant ce premier match. Le gagnant de ce match prendra sûrement un avantage important pour la qualification pour les huitièmes de finale. Après une mi-temps très encourageante de l'équipe de France, avec des bonnes actions combinées, du bon jeu on peut dire, en seconde période, c'est le marasme côté français. Mais surtout, à la mi-temps, il s'est passé quelque chose, une chose sur laquelle on va rapidement revenir. Mais pendant ce temps, Anelka sort, remplacé par André-Pierre Gignac. Mais là maintenant, comme je viens de le dire, c'est le marasme côté français. Best part of half an hour still to go. Pereira, flag down, flag is down, chance here for Mexico, around Lloris, and it's the opening goal for Javier Hernandez. Well, they beat the world champions in the warm-ups. Now they're on course to beat the 2006 runners-up. France are stunned. Referee from Saudi Arabia has pointed to the spot. Barrera gets past him. And it's one of those where the referee doesn't really have an awful lot of choice. Quartermack Blanco looks as if he's almost going back to the halfway line to take this one. Blanco, at 37 years of age,
Mexico's second highest scorer of all time. Blanco against Lloris. It's a huge run up here for Blanco. But it works, and Mexico lead France by 2-0. They're just one small step from the last 16, and France are all but out. It'll take quite a turnaround now for France to go through. Blanco looked as if at one point he was going to back to the halfway line for the run up there. But he found the bottom. Nicolas Anelka sera exclu du groupe de l'équipe de France pour avoir tenu ses propos, et le capitaine de l'équipe de France, Patrice Evra, s'énerve en conférence de presse. C'est faire son boulot de mettre des insultes comme ça dans les journaux? Non mais je vous demande, vous n'êtes pas l'équipe, mais voilà, vous avez pris parole. C'est son boulot de mettre des mots comme ça dans un journal? Mon sentiment est que depuis le début de la compétition, la presse est tenue à l'écart de tout ce qui se passe concernant cette équipe de France. Donc il est logique que la presse cherche à faire son boulot. Elle n'est pas tenue à l'écart puisqu'elle a un ami intime, puisqu'il y a quelqu'un dans le groupe qui dit tout ce qui se passe. Mais elle n'est pas tenue à l'écart puisqu'elle dit ce qui se passe dans le vestiaire à une mi-temps. Elle n'est pas tenue à l'écart, elle est en plein dedans. Alors que dans la matinée, Franck Ribéry tente de calmer un peu le jeu en passant à la télé, on est loin de s'imaginer ce qui va se passer en après-midi. Alors que l'équipe de France doit s'entraîner sur le terrain de foot de Naïsna, les Français descendent du bus pour aller signer des autographes pour remonter dans le bus. Après, avant de rentrer dans le bus, les Français se réunissent et le capitaine Patrice Evra descend pour voir l'attaché de presse de l'équipe de France et lui donne une lettre. Les Français, l'équipe de France de football, fait la grève de l'entraînement. C'est un fiasco sur toute la ligne. Devant les caméras du monde entier, un membre de la Fédération française qui démissionne, une brouille qui a même failli virer en bagarre entre le préparateur physique de l'équipe de France, Robert Duverne, et Patrice Evra. La France devient rapidement la risée du monde entier. Et surtout, la honte pour un sélectionneur de devoir lire la lettre des joueurs devant plus d'une centaine de journalistes et la lire devant les télés du monde entier. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. De son côté, la Fédération française de football n'a à aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. Mais malheureusement, il faut bien finir cette Coupe du Monde. La France affronte l'Afrique du Sud avec une composition totalement expérimentale, totalement amatrice. La France se prend un but, 2 buts. Ah, quand même, ils en marquent qu'un, but de Malouda sur une cage vide. Et heureusement que Hugo Lloris était là ce soir-là, le seul Français à être réveillé durant tout le match. La France perd 2-1 ce match, dernière de son groupe, avec un seul point pour un but marqué et 4 encaissés. La grève de Naïsna est une tâche dans l'histoire du football français. Une tâche, même un boulet que le sélectionneur d'après Naïsna, Laurent Blanc, devra traîner contre son gré. Une tâche qui va nuire pendant longtemps à l'équipe de France. Pendant très longtemps. Mais Laurent Blanc va réussir à peu près reconstruire l'équipe de France. Après un Euro 2012 un peu mieux, on va dire, puisqu'ils passent les poules, mais se font éliminer directement en quart de finale, puisqu'à l'époque c'était un Euro à 16 contre l'Espagne. En 2012, Laurent Blanc cède sa place à Didier Deschamps. Il a l'équipe de France à se sublimer.
La France est en barrage contre l'Ukraine pour aller à la Coupe du Monde 2014. La suite au prochain épisode. Abonnez-vous.